Alors ensuite, les autoroutes du cerveau, ben, vous voyez, sont des câbles qui sont constitués de cellules qui transmettent l'information à très, très grande vitesse. Et c'est pour ça qu'on dit que ce sont des fibres blanches. C'est parce qu'elles sont couvertes d'une substance graisseuse et qui fait que par endroits, cette substance graisseuse est un petit peu amincie, de sorte que le courant saute d'un endroit à l'autre à très, très grande vitesse. Ce qui fait que dans ce qu'on appelle les nerfs qui sont couverts de myéline, ça va à toute vitesse, à très, très grande vitesse. Voilà, donc ça, c'est l'équipement de base. Alors, il paraît que ça marche. Pourquoi pas? Ah, voilà. Et cet équipement de base que j'ai représenté en bas, c'est une diapo que vous avez certainement déjà vue. Eh bien, c'est cet équipement de base, vous voyez, il permet à deux personnes de se mettre en phase quasiment à la milliseconde près. Même peut-être sur une base de temps plus courte. Et ça traverse la boîte crânienne, quoi. Mais ça va passer, bien entendu, pour traverser la boîte crânienne, en fait, par nos organes sensoriels, en particulier les yeux, les oreilles, et puis tout ce qui couvre notre corps, qui est la peau et tous ces organes qui sont aussi des organes qui nous permettent de nous représenter notre position dans l'espace, et dans un espace qui est aussi l'espace d'interaction. Donc, voilà, les habiletés fonctionnelles, vous voyez, très souvent, je vais vous parler de fonction. Je m'éloigne du comportement, je m'éloigne de la structure, de la matière, pour parler des fonctions. Et ces fonctions, elles sont à disposition, bien sûr, avant la naissance, mais surtout dès la naissance, le jeune enfant, et ça va durer toute la vie. Le jeune enfant est en capacité, quand il va bien, quand il est au maximum de ses performances, eh bien, il est capable d'interagir de manière très, très complexe. Et ces premières interactions entre deux êtres humains vont permettre l'organisation fonctionnelle et la structuration du cerveau. Autrement dit, le cerveau se structure en fonctionnant. Et ça, c'est un point très important parce qu'on pourrait imaginer qu'on modifie, qu'on contraint, vous voyez, qu'on oblige l'enfant, l'adolescent, l'adulte à modifier son cerveau, mais son cerveau ne peut se modifier que s'il est acteur de son fonctionnement. Ça, c'est aussi une notion très importante en neurophysiologie. Donc là, vous voyez, il y a une liste de fonctions. L'attention, on a beaucoup parlé de l'attention la semaine dernière, la perception, association, intention, c'est très important, vous voyez, cette espèce de motivation, qui est une motivation extrêmement efficace. Vous voyez, ces deux bébés ils se regardent, ils ont un bon tonus, ils ont une bonne motricité, ils y voient bien clair. Et puis, ils se parlent presque, ils échangent de l'information. Et en échangeant de l'information, ils construisent des réseaux, des circuits neuronaux. Voilà. Et puis, il y a une fonction dont on va parler plus aujourd'hui, qui est l'imitation. L'imitation. Alors, il se trouve qu'en France, on a une grande spécialiste d'imitation qui s'appelle Jacqueline Nadel, qui est une psychologue de formation, qui a beaucoup travaillé sur cette fonction et qui a rédigé des ouvrages absolument imités pour grandir. Vous tapez sur Internet Jacqueline Nadel, imiter pour grandir, vous allez tout savoir sur l'imitation. Ce sont des ouvrages absolument passionnants. Donc, je ne vais pas, je veux dire, approfondir ces questions, mais je vais les replacer. Je vais replacer l'imitation dans ce qu'on appellera le trouble du neurodéveloppement, dans son aspect neurofonctionnel et des circuits cérébraux.
Donc, l'imitation, c'est vraiment une fonction clé. Et elle est basée sur ce qu'on appellera des capacités, vous voyez, du bébé. Alors, le terme acteur, hein, il est très important dans mon lexique parce que, vous voyez, c'est très important de non pas modifier le comportement de l'enfant, mais de lui donner les possibilités d'être acteur de son propre changement. Ça, c'est des messages que les psychologues du développement, les éducateurs, les rééducateurs du développement connaissent bien, peut-être encore insuffisamment. Et donc, ce répertoire néonatal, vous voyez, qui est représenté ici par des capacités à exprimer ce qu'on a à l'intérieur du corps. Le bébé est content, le bébé boude, il se demande ce qui se passe, le bébé est en colère, ou le bébé a un petit peu, il est paisible, il a le sommeil peut-être. Vous voyez, ce répertoire sensorimoteur et socio-émotionnel, il est source de réciprocité. Dans la question de l'imitation, vous voyez, dans cette fonction, il y a quelque chose qui s'installe entre deux personnes et qui va induire des actions qui sont des actions réciproques. Et cette réciprocité, elle nécessite aussi, et peut-être je vous en ai déjà parlé, mais des synchronisations. C'est-à-dire qu'il faut que le traitement de l'information qui vient de l'autre se fasse à la bonne vitesse, au bon endroit dans le cerveau. Vous voyez, et peut-être que dans l'autisme, c'est une des questions qui se posent. Est-ce que du fait d'événements qui sont très précoces dans la vie fœtale, est-ce que toute cette machinerie à l'intérieur du cerveau, qui est le support de ces fonctions, est-ce que cette machinerie, elle n'est pas réglée de la bonne manière? C'est plutôt une histoire de réglage qu'une histoire de lésion ou d'absence de structure cérébrale. Vous voyez, on n'est pas tout à fait. Alors, et toute la vie, et je vous ai dit, tout ça, ça se passe évidemment hein, pour les personnes qui s'occupent du neurodéveloppement, du développement de la personne dans son univers humain. Et pour tous ceux qui s'occupent de ceux qui ont des difficultés justement à se développer dans le cadre des troubles du neurodéveloppement, eh bien, il y a des mots là aussi qui sont très importants. Ça dure, et en particulier dans la petite enfance et dans l'enfance, mais aussi tout au long de la vie, on se co-construit. C'est-à-dire que le terme co-construire, vous voyez, j'aime pas trop cette expression, mais finalement, c'est difficile de trouver un autre mot. Avec l'autre, on se construit avec l'autre. Et donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'acquisition libre, c'est-à-dire que les messages qui viennent de l'autre sont des messages qui sont traités et qui apportent de la part de l'interlocuteur, enfin, de la personne qui est en interlocution avec l'autre ou en interaction, qui apportent, on va dire, des ingrédients pour qu'ils répondent, etc., etc. Donc, cette acquisition libre, elle est avec cette capacité qu'on a de faire comme l'autre. On fait non seulement avec l'autre, mais on fait comme l'autre. Et ces deux phénomènes sont très importants dans ce qu'on appellera l'éducation. L'éducation au sens large et le développement personnel. C'est des éléments clés dont on pourra discuter si vous voulez. Et donc là, je vous ai cité Jacqueline Nadel. Alors, vous voyez, il y a une différence. Hein. Jacqueline Nadel a édité son dernier ouvrage, sa révision d'ouvrage en 2021. Mais le premier qui a parlé ça, c'est celui qui a dirigé ma formation de psychiatre. C'est, comme on dit, mon patron, qui avait déjà parlé de ça en 1978.
voyez, mais comme d'habitude, en France, on écoute plutôt ceux qui parlent, qui donnent des messages qui viennent de l'étranger. Je ne sais pas pourquoi les Français n'ont pas l'art de se mettre d'accord pour porter des messages vers les autres pays. Mais on progresse. Alors, cette diapo, je vous l'ai déjà montrée, mais je la reprends parce que la semaine dernière, elle était le témoin des événements qui sont des événements de comportement, d'organisation de la vie qu'on appelle la vie sociale, sensorimotrice, etc., qui se mesurent grâce à des instruments. Ça, c'est très important de bien connaître la personne grâce à des mesures, à des instruments qui sont validés. Vous voyez, on ne peut pas, dans notre domaine, faire de l'à peu près. Hein. C'est-à-dire que le diagnostic fonctionnel, y compris le diagnostic fonctionnel, il est basé sur l'utilisation de descriptions qui sont des descriptions qui sont validées par la communauté internationale, ce qui est le cas de cette mesure. Mais je reprends cette asymétrie. Vous voyez, les cercles orange, vous voyez, sont très harmonieux, c'est une fleur qui s'épanouit et qui est très, très symétrique. Hein, vous voyez, dans le domaine du langage, LE, LC, langage expressif, compréhensif. AC, c'est l'attention conjointe. Les IV, IG, c'est imitation verbale, imitation gestuelle, etc. Ensuite, RA, c'est relation à autrui. Et puis, de l'autre côté, vous avez PO, hein, PO qui est la permanence de l'objet, RS, les relations spatiales, MB, c'est moyen but. Donc, ce sont toutes sortes d'habiletés fonctionnelles hein, qui sont mesurées par les psychologues et qui décrivent des capacités à non seulement gérer le monde des objets, mais aussi le monde des personnes. Et la symétrie de l'enfant autiste à 2 ans, c'est bien une asymétrie qui témoigne qu'il y a de très bons résultats dans RSMB, relation spatiale moyen but. Vous voyez, cet enfant de 2 ans qui a un autisme, qui peut être un autisme très sévère, est très capable de résoudre des problèmes avec les objets, avec les choses. Il a une mémoire prodigieuse, des formes, etc. C'est un champion pour l'utilisation des objets, ce qui veut dire qu'il a une bonne intelligence, mais que quand il s'agit d'être avec les autres, hein, dans le domaine du langage, et puis surtout, imitation vocale, imitation gestuelle, IV, IG. Vous voyez, là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il ne peut pas. Il n'a pas cette capacité, vous voyez, à se caler sur l'autre au bon moment, au bon endroit, pour l'imiter et pour développer encore ces interactions qu'on appelle synchronisées. Alors, ce qui est en image ici, peut-être, on va dire, transféré à tous les âges de la vie. Vous voyez, tous les tests qu'on utilise pour bien décrire les capacités fonctionnelles des personnes avec autisme et puis aussi leurs difficultés fonctionnelles. Elles sont calées sur des tests qui se ressemblent mais qui sont applicables à l'adulte, bien entendu. Il faut adapter les tests, mais le fond du test est le même. On essaie de décrire au mieux les capacités fonctionnelles tout au long de la vie. Autrement dit, des tests comme ceux-là, je ne vais pas vous faire le catalogue des tests parce que ce serait trop long et trop rébarbatif, mais il y a des tests pour toute la vie maintenant hein, à disposition pour bien décrire cette asymétrie. Et cette asymétrie, elle fait partie des difficultés à être avec les autres. Alors, c'est un petit peu dommage parce que là, si je lance le truc, il se lance tout seul du mauvais côté. Alors, on va essayer de faire autrement. Est-ce que vous pouvez faire en sorte que la petite flèche qui déclenche
Allez plutôt sur suite gauche d'abord, s'il vous plaît. Là, ça marche ou pas? Ce serait dommage que ça ne marche pas, mais bon, si ça ne marche pas, on va faire sans. Ça ne marche pas. Bon. Vous voyez, c'est toujours ça quand on envoie son PowerPoint par... Voilà. Alors, il faut bloquer. Ce qu'il y a, c'est qu'on a tout en même temps, là. Bon, c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez revenir sur la situation présente? Non, c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez stopper? Non, on ne peut pas revenir en arrière et puis... C'est pas grave. C'est pas grave. On va faire sans celle de gauche. On prend celle de droite. Vous vous demandez pourquoi on regarde des triangles. Ça fait partie d'un petit test. Vous voyez, c'est une des épreuves d'un des tests très célèbres qu'on peut faire passer à tout le monde parce que c'est assez rigolo. Mais en principe, on est tous d'accord sur ce qui se passe dans ce test. C'est bon ou c'est cassé pour toujours? Vous en faites pas hein, si ça marche? Ah, ben voilà. Alors, ça, c'est la partie gauche. Donc, vous regardez, vous voyez deux triangles qui se baladent. Non, non, c'est très bien. Donc, maintenant, on peut aller sur la droite, si ça vous est possible. Très bien, parfait. Donc, voilà. Donc, vous voyez ces petits triangles entre la partie gauche, vous voyez, premier épisode, et puis le deuxième épisode, ces triangles bougent de manière différente. Et chacun a pu projeter un peu une histoire. Voilà, vous voyez, bien que ces triangles soient faits de la même couleur, c'est la même taille, c'est la même forme, exactement, ils bougent dans l'espace de manière différente et en principe, on donne un sens au mouvement de ces triangles dans la petite boîte. À gauche, c'est un mouvement un petit peu aléatoire. Les triangles se baladent, ils sont un petit peu indépendants les uns des autres. Et puis sur la partie droite, quand ils sont en interaction, ben, ils se rapprochent. Il y a des mouvements qui sont induits d'un triangle vers l'autre. On a l'impression peut-être que le grand triangle pousse le petit triangle vers l'extérieur, que le petit triangle essaie de rentrer, puis qu'ensuite il se passe un peu, il y a encore des mouvements qui sont induits. Donc, vous avez chacun raconté une histoire. On dit, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, le test, ça consiste à ça. Et donc, cette capacité à trouver un sens
à du mouvement, même du mouvement qui est non figuratif, hein, qui est non figuratif au sens où ça n'a pas du tout une allure d'humain. On projette quelque part ce qu'on a de l'expérience avec les autres. On incarne, vous voyez, on donne un sens très humain à des petits triangles. Et cette capacité à donner du sens à du mouvement et à percevoir peut-être des intentions chez ces triangles ou chez l'autre, elle est basée précisément sur le développement de ce qu'on appellera vraiment les capteurs et les décodeurs de l'information sociale qui sont à la base, bien entendu, des fonctions et en particulier celle de l'imitation. Voilà. Et dans l'expérience première aussi, vous voyez, qui est assez ancienne, hein, parce que ça fait presque 20 ans. C'était le début de l'imagerie fonctionnelle, cérébrale. Donc, en haut, vous voyez, vous avez les cerveaux. À l'époque, ce n'était pas encore en couleur, hein. On n'avait pas les systèmes pour colorer le cerveau en fonction de l'intensité du fonctionnement des différentes régions du cerveau. C'était seulement en noir et blanc. Donc là, c'était off-on, hein, un petit peu. Donc, vous voyez qu'il y a des régions du cerveau qui sont à l'avant ou à l'arrière ou très à l'avant, dans la partie droite. Alors, je vais essayer de ne pas faire de conneries avec l'histoire du pointeur. Ça doit être ça, non ça... Voilà, très bien. J'espère que j'ai pas coupé le sifflet à la... D'accord. Ça marche? Oui, ok. D'accord. Donc, vous voyez, le cerveau est de profil. Là, il est vu du dessus, toujours de profil, et toujours de profil. Donc, il y a des régions. Ça, c'est la région visuelle. Vous voyez, ce qui veut dire qu'on perçoit visuellement. Là, c'est déjà une partie qu'on appellera, qui est du traitement de l'information, on va dire, déjà émotionnelle. Hein. Tout ça c'est la partie visuelle. Ça commence à être la partie prémotrice. Et puis ici, c'est une région frontale qui traite de l'information qu'on appellera déjà sur la capacité à comprendre ce que l'autre va faire. Hein. D'accord? Eh bien, là, ça a été la mise en évidence que quand on fait passer un test en montrant ces petits triangles à des personnes qui ont un développement qu'on appellera ordinaire, standard, et puis des personnes qui ont de l'autisme, eh bien, il y a une différence de fonctionnement dans les régions qui sont, voilà, il y a une moindre activation de ce réseau, une moindre activation de ce réseau qu'on appellera le cerveau social. Ça a été les premières images, on va dire, qui ont été produites par des Anglais, hein, et puis et des équipes très, très pointues. Vous savez, il y a des équipes à Londres qui ont été vraiment pionnières dans ce traitement de l'imagerie médicale en relation avec des tests psychologiques très, très simples. Alors, pas d'une habileté infinie avec votre petit machin, là. Oui, je voudrais changer de diapo. Voilà. Alors, un peu plus loin, et ça, vous voyez, je vous repasse ces diapos parce qu'elles sont toujours d'actualité. Hein. On n'a pas beaucoup progressé sur ces questions, malheureusement. Dans tous les pays du monde, on s'est intéressé, vous voyez, au fonctionnement du cerveau. C'est assez compliqué parce que ça nécessite, vous voyez,
de l'utilisation de l'imagerie. L'imagerie, ça veut dire qu'on va dans un laboratoire, on est obligé quelque part quand les personnes sont un peu anxieuses, enfin, vous avez tous peut-être eu une fois une radio, une IRM, et le cadre n'est pas forcément très, très simple. Hein, donc, ce sont des recherches qui vont très, très lentement. À Tours, on avait un système qui permettait d'enregistrer. On l'a toujours, d'ailleurs, et puis il y en a d'autres dans d'autres laboratoires du monde entier, mais à Tours, on a été un peu les premiers à enregistrer l'activité cérébrale avec des petits capteurs qui étaient posés sur le cuir chevelu. C'était très léger. Vous voyez, maintenant, il y a des petits casques. Je vous ai montré la semaine dernière. Et puis, on enregistrait l'activité cérébrale de personnes adultes. Et en bas à droite, ce sont des enfants. Et la Fondation France Télécom nous a aidés pour ces recherches. Et je les remercie parce que la fondation qui s'appelle Orange maintenant, Fondation Orange, est toujours très proche de tout ce qui se passe dans le domaine de l'autisme. Mais si ces images existent, elles ont été d'une importance cruciale dans la compréhension de l'autisme, eh bien, c'est grâce à la Fondation Orange qui a fait fabriquer des petits clips. Alors, il y a un étang, il n'y a pas de vent, il n'y a pas un brin de vent, pas une brise, rien du tout, rien ne bouge. Puis au milieu, une cascade d'eau, très jolie. Et puis à droite, il y a une dame, une gymnaste qui fait des ronds de jambes. Des ronds de jambes avec sa jambe droite. Et quand vous voyez les cartes qui sont vues dessus, hein, c'est comme si on avait envoyé le cerveau vu d'avion, hein, le nez, les oreilles, vous voyez. Et ça, c'est le dessus du cerveau. Vous voyez, il y a des taches de couleur. Alors, vous voyez, vous allez bien regarder les taches bleues. Les taches bleues ici, bon, elles sont assez douces. Ensuite, là, le monsieur et la dame, hein, des adultes qui n'ont pas de problème. Et bien, la tache bleue, elle augmente un petit peu, mais pas trop. Et puis, quand ils voient la dame qui fait ses mouvements, ils ont une tache bleu foncé. Et la tache bleu foncé, elle montre qu'il y a une activation des cellules du cerveau dans la zone de la rotation de la jambe. Autrement dit, il y a une activation du cerveau moteur de la jambe en même temps qu'on voit quelqu'un qui fait le mouvement de la jambe. Vous voyez? Ce qui veut dire qu'on a vraiment une relation très, très forte entre celui qui bouge et notre cerveau qui bouge en même temps que celui qui bouge. Alors, quand je racontais ces histoires les premières fois, on m'a dit, mais si on fait la gymnastique avec le cerveau pendant qu'on voit quelqu'un à la télévision qui fait le cerveau, est-ce que ça muscle? C'était pas idiot comme question, pas du tout. Parce que oui, on bouge un peu. On a des micro-contractions à l'intérieur. Quand vous voyez quelqu'un qui fait du ski, qui fait du saut en ski, vous avez des micro-contractions dans tous les muscles qui sont... Voilà, c'est quand même extraordinaire. Alors, vous voyez, chez les enfants, on n'en avait pas beaucoup à l'époque. Hein. Il y avait 30 enfants qui... Les enfants, ils sont encore plus... Vous voyez, ils sont encore plus motivés. Et puis, les petits avec autisme, ils voient clair hein, parce qu'ils ont la zone postérieure, mais ils n'ont pas cette tache bleue. Quoi. La désynchronisation de l'électroencéphalogramme qui est créée par le mouvement d'autrui se fait pas du tout de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'ils ne voient pas, qu'ils ne comprennent pas du tout, mais c'est que le système, vous voyez, de cette espèce d'interaction synchronisée ne fonctionne pas de la même manière. Et ça ouvre des voies sur les possibilités de ce que j'appellerais d'exercice fonctionnel. Alors, bien sûr, hein, on est toujours dans des situations le plus précoce possible, mais c'est vrai tout au long de la vie. C'est-à-dire que, qu'est-ce que dit cette photo, c'est que
il n'y a pas de secret. En fait, il est important d'installer la personne qui a des problèmes, qui a des difficultés dans le domaine des interactions sociales et de l'adaptation au changement au cœur d'un dispositif qui est un dispositif que j'appellerais vraiment très câblé lui aussi. Hein, c'est-à-dire que voilà, il y a une équipe, il y a la famille. Et je vous ai dit, très très important de former les parents, mais aussi la vie. Et puis, l'équipe, bien entendu, est pédagogique, de soins, l'environnement social, etc. Tout au long de la vie, hein, parce que ça ne doit pas s'arrêter à l'enfance. Et bien entendu, les équipes de recherche. Parce que c'est vrai qu'on a pu montrer hein, qu'un exercice qui était aussi simple que celui d'un jeu de balle, vous allez le voir, de la musique. Je vais vous montrer un petit film. La musique, tous les supports qui vont mettre en interaction un enfant, un adulte, et je dirais même une personne âgée, hein, dans une situation qui est très positive, où vraiment il y a une circulation de l'information partagée entre les deux personnes, eh bien, est facteur de progrès. Hein. Et la littérature, on y reviendra certainement pas l'année prochaine, la semaine prochaine. La littérature est absolument, je dirais, consensuelle au niveau. Il y a eu une revue récente dont je vous parlerai qui est basée là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fait que l'enfant, l'adolescent, l'adulte fait des progrès, a des bénéfices. Non seulement c'est des actions qui sont coordonnées, hein, c'est-à-dire, mais aussi des actions qui sont adressées à la personne. Alors, j'ai dû encore faire une bêtise. Vous voyez, donc je pense que on approche. Musique d'abord avec les joues. On va faire. On met un petit peu la dernière fois. Doucement, tape pas fort, hein? Ouais! On va faire de la musique avec les cuisses. On tape sur les cuisses. Attention. On va faire de la musique avec la poitrine. Sur la bouche à vous. La bouche. Ah, allez. Doucement. Voilà, doucement comme ça. Doucement aussi. Ah, ça aussi, doucement comme ça. Ouais, doucement. Attention, on va faire. Fort. Fort, on fait attention aux mains. Fort. 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 Tu les poses, Anissa? On pose par terre? Voilà. Allez, tu vas commencer. À toi? Tiens, attends, elle est un peu trop grande ta bébé. Tiens. Allez, vas-y. D'accord. Tu prêtes ta Bastien? Voilà. Il fait comme il veut, Bastien.
à Arnaud? Voilà, tu prêtes à Arnaud. Voilà, Anissa, t'asseoir là. Anissa, viens t'asseoir sur le tapis rouge là. Allez, asseyez-vous là. viens Arnaud, Anissa aussi. Allez, Anissa, là t'asseoir. Non, c'est François, ça se met sur l'autre parce que. Voilà. Oui, prête. Ne vous inquiétez pas, regardez devant. On s'inquiète. Je. Oh oui. C'est le bal à fond. Tu peux arrêter. Tu prêtes à Anissa là? Voilà, tu prêtes à Anissa. Anissa, à toi? D'accord. Attends, laisse Anissa jouer un petit peu. Tu reprendras tout à l'heure si tu veux. Tu laisses un petit peu Anissa, Bastien. Laisse Anissa, Bastien. Laisse un peu la copine jouer. Attends un petit peu, écoute. Comme si je. Attends. Vas-y, et puis attends, prête à Arnaud. Bon, bah alors, je pense que oui, les garçons sont un peu pressés. Hein. Ça prend son temps, mais. Ouais, tiens, alors Arnaud, viens t'asseoir là devant. Ça va être plus pratique. Voilà, installe-toi. Allez. Voilà. Mais non, mais reste assis, t'étais bien, mon chouchou. Que tu sois bien installé. Vas-y. Je sais pas comment mettre ses jambes. Non, Il y a les jambes trop. Les jambes trop. C'est vrai qu'il Voilà. Bon, alors. Cette petite séance, c'est une séance qui paraît toute simple. Et en fait, il y a des tas d'éléments qui ont été prévus pour qu'il y ait une activité qui soit, on va dire, sensorimotrice, en imitation directe. Hein. On fait tous en même temps, ensemble. Ensuite, on alterne. Ensuite, on utilise des instruments et chacun son tour. Il y a le tour de rôle. Ensuite, il y a la possibilité de faire, on va dire, d'être en rythme sur une musique avec son corps. Et on peut tourner dans un sens, tourner dans un autre. Vous voyez, ces activités simples, à partir du moment où elles sont réfléchies et qu'elles sont proposées à des enfants qui sont, on va dire, dans des situations où la compréhension, les possibilités ne sont pas forcément exactement les mêmes, il va y avoir un rôle moteur, vous voyez, sur toutes ces fonctions qui sont celles de notre vie sociale. Autrement dit, l'exercice coordonné des fonctions sensorimotrices, socio-émotionnelles à base de l'imitation, elles sont clés pour le développement de nos circuits et l'amélioration du fonctionnement. Autrement dit, il ne s'agit pas vraiment de corriger, mais d'aider l'enfant. On ne corrige pas l'enfant. Quelque part, on n'apprend pas à l'enfant, on le met en situation d'exercer lui-même des fonctions qui sont essentielles pour la vie avec les autres et la communication sociale. Voilà, je pense que c'était le dernier document que je voulais vous montrer. Musique d'abord. Ah oui, si, j'ai encore une petite... voilà. Donc, là aussi, hein, c'est la mesure du progrès. La mesure du progrès, est-ce que des exercices de ce type modifient quelque chose dans ce qu'on connaît du fonctionnement cérébral? Alors, on a des indicateurs externes, c'est-à-dire que dans la communication sociale, vous savez qu'on accorde beaucoup d'importance et c'est justifié au regard, hein, à l'orientation du regard vers l'autre, au partage hein, pendant quelques millisecondes
d'un échange visuel. Donc, à gauche, vous avez l'enregistrement d'un enfant qui regarde un visage. Et c'est un enfant avec autisme qui a 3 ans. Voilà. Et puis, à droite, vous avez le même test chez le même enfant après 2 ans on va dire, de parcours, de parcours dans un contexte qui est tout à fait soutenant, facilitant dans ces fonctions qui sont des fonctions. Au départ, vous voyez son cerveau, là aussi, c'est les images du cerveau. Là, c'est un enfant, on va dire, au développement typique, à l'âge de 3 ans. Vous voyez, il y a des zones rouges ici, à gauche, à droite, surtout celle de gauche, très différente chez l'enfant qui a un autisme sévère. Et vous voyez, cette zone rouge, c'est la zone de la visiomotricité sociale. C'est quelque part l'organisation du mouvement vers l'autre en imitation de l'autre. Et après 2 ans vraiment d'un parcours, là aussi, il n'y a pas que les petites séances de musique, il y a tout ce qui va avec, mais c'est quand même penser sur le fait que cette acquisition libre des fonctions qui vont permettre des interactions synchronisées, eh bien, elles ont un effet, parce que vous voyez que 2 ans, au bout de 2 ans, il y a eu cette zone qui était verte ici, ce qui veut dire qu'elle n'était pas très active. Elle est relancée. Vous voyez, elle est relancée. Elle n'est pas encore, alors que l'enfant a 5 ans à ce moment-là, elle n'est pas encore au niveau d'un témoin de ce qu'on appelle un sujet de comparaison d'un enfant de 3 ans, mais on a relancé la machinerie, c'est-à-dire qu'il y a des câblages, des synchronisations. Le cerveau marche mieux. Donc, en jouant de la musique avec les autres, eh bien, ça peut rapporter. Non, c'est vraiment très, très important. Voilà, je pense que cette fois-ci, c'est bien la dernière. Donc, vous voyez, on a maintenant la possibilité même d'enregistrer 2 cerveaux qui sont enregistrés quand on met 2 personnes en interaction. On peut enregistrer dans leur cerveau ce qui se passe et comment ça se synchronise et comment ça marche. Voilà. Merci beaucoup. La discussion est ouverte. Merci Catherine. Oui, on a un petit temps possible pour les questions. Oui, bonjour. Dans la dernière vidéo qu'on a vue, il s'agit d'enfants atteints d'autisme. Parce que je n'ai pas l'impression qu'ils étaient atteints d'autisme. Non, il y en avait un c'était le petit qui avait le petit Africain. Oui, on voyait qu'il y avait une différence. Okay. Voilà, il y avait différents. Bon, ce sont des enfants qui ont tous un trouble du neurodéveloppement avec un autisme plus ou moins sévère. Celui qui a l'autisme le plus typique, c'est le petit Africain. Mais ils n'étaient pas très atteints quand même, parce que moi, je vois plus d'enfants autistes. Il est loin de faire ça. Hein. Ah, voilà, c'est ça. Ben, alors là, c'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. Si, ils sont tous des enfants qui étaient, on va dire, à l'âge qu'ils avaient, dans la capacité de participer à des activités de processeurs. Et donc, les conditions d'exercice de ces activités, même très simples, elles sont évidemment très importantes. C'est-à-dire que tout est prévu à l'avance, tous les objets sont là, il y a peu d'enfants dans le groupe, il y a 2 adultes pour 3 enfants, etc., etc. Vous voyez, les conditions de calme, d'organisation, de prévisibilité, elles sont là. Sinon, si vous les mettez en situation qu'on appellera libre,
ou non contrôlées, ces enfants sont effectivement très perturbés, hein. Ok. C'est des conditions qui sont très facilitantes. Bonjour à tous, bonjour Catherine. Ça me parle beaucoup, hein, je pense que tu le sais, je fais de la musique et moi je travaille dans des milieux un peu plus où les personnes c'est des écoles spécialisées au Québec où on utilise le rythme et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets. Mais comment faire en sorte que, vu qu'on sait ça avec les résultats actuels et futurs, pour que ça devienne un programme entre guillemets obligatoire dans les écoles, en simulation précoce, comment on fait pour mettre ça en avant parce qu'on sait que ça fonctionne et que ça donne des résultats? Il faut faire ce que je fais aujourd'hui, quoi. Il faut communiquer. Et c'est vrai, on a beaucoup centré, on est dans des mondes, en particulier des mondes scientifiques qui sont, comme vous le savez, finalement très riches, très, très magnifiques, mais qui sont séparés. Vous voyez, par exemple, hein, pour ce qui concerne les troubles du neurodéveloppement, l'autisme, l'enfance ou même l'adolescence et même l'adulte, il y a le monde de l'éducation et puis le monde des neurosciences. Et l'éducation, tout ce qui est la psychoéducation, ce sont des domaines qui sont très comment l'enfant apprend à lire, à écrire, comment l'enfant apprend à parler. OK. Puis de l'autre côté, vous voyez, il y a les neuroscientifiques qui ont des moyens extraordinaires pour explorer le corps humain, mais qui travaillent plutôt sur les maladies neurologiques. Vous voyez, ils travaillent sur la maladie de Parkinson, ils travaillent sur les maladies, les accidents vasculaires cérébraux, etc. Et donc, comment faire? Eh bien, il faut se faire parler, se parler, quoi. Tout à l'heure, Alice nous a dit, moi, je suis médecin, elle a dit j'ai un autisme, etc. Et Alice, elle a fait une thèse magnifique sur de l'imagerie, une thèse de science, hein, vous voyez. C'est quelque part très, très important. Vous voyez, ces réunions, elles sont là pour faciliter les échanges entre deux mondes qui sont ceux de la recherche et ceux de tous les jours, de la vie de tous les jours, et en particulier l'éducation. Et puis, pour les plus petits, la puériculture, tout ce qui est la science du développement de l'enfant en termes d'éducation, de croissance, de santé physique aussi. Tout ça. Donc, vous voyez, c'est comment faire, c'est ça. Et c'est très difficile, tu le sais, parce que pour faire de toi qui est aux confins des deux, c'est très difficile. Moi, je pense que des séances comme celle-ci, on n'est pas 300, mais on est 30. On est 30. 30, c'est déjà pas mal. Vous voyez, parce que vous voyez, c'est ce lien entre les sciences du cerveau en particulier. Bien sûr, il y en a d'autres, hein, sciences qui sont très, très importantes pour la santé, le bien-être de tous en société. Mais voilà, c'est ça. Donc, dès que vous voyez le mot recherche scientifique, je ne vais pas dire vous donner 1 euro parce que ce n'est pas ça, mais vous voyez, il faut soutenir la recherche. C'est très, très important que le grand public alerte le gouvernement sur le fait que plus on comprendra comment ça marche dans notre corps et dans celui de ceux qui n'y arrivent pas, à faire exactement la même chose que ceux qui y arrivent bien, on aura avancé. Votre dernière diapo, vous avez montré les progrès qu'on peut faire, donc que l'enfant de 3 ans, de 0 à 3, non, de 3 ans à 6 ans, j'imagine, c'est ça, 5 ans. À 5 ans, pouvait En 2 ans. améliorer.
Alors, est-ce qu'il y a un âge où ça s'arrête? Non, jamais, C'est ça. jamais, Ouais. jamais. J'ai Oui, donc, oui, j'ai donc un frère qui est vieillissant et donc on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup des enfants, mais des adultes vieillissants avec peut-être des pathologies qui se combinent qui se peut-être. Oui. combinent aussi, etc. Mais on ne voit pas beaucoup ni dans la littérature. Alors, je voulais quel état de la recherche Ah, internationale d'ailleurs, parce que j'imagine pas seulement française, très- parce que j'ai Mm. cherché, j'ai pas trouvé grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Non, non, Mm. il n'y a pas de. Alors, sur la période, on va dire, du grand âge, on n'a pas tellement, justement, de connaissances qui soient partagées au niveau international. D'abord parce qu'on ne connaissait pas ces personnes, vous voyez, elles n'étaient pas connues parce qu'on n'avait pas mis de nom sur ce qu'elles avaient. Et ça a été très tardif, y compris en France. Hein. C'était avant les années 2000, l'autisme, les gens discutaient parce qu'ils pensaient que c'était des gens qui étaient malades mentaux. Et voilà, donc on ne sait pas où elles sont ces personnes. Hélas. Donc il y a eu vraiment des mesures du gouvernement. Ça a été, c'est vraiment, le gouvernement, et bien entendu, dans le cadre de la stratégie nationale, a mis le paquet là-dessus. Hein. Il faut s'occuper des adultes. Mais les adultes, déjà, il faut savoir où ils sont. Vous voyez, et puis alors les personnes âgées, donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que on s'aperçoit que on peut, avec justement dans les lieux d'accueil de ces personnes, y compris celles qui ont des difficultés, je dirais combinées, qui n'ont pas de langage, qui ont des troubles de comportement, qui ont une certaine dépendance, hein, qui sont peu autonomes, etc. Des exercices très simples comme cela peuvent maintenir un fonctionnement cognitif optimal. Encore une fois, hein, c'est ce qui est vrai pour les personnes âgées sans trouble du neurodéveloppement, hein, mais en quelque sorte, le grand âge et la sénescence, c'est un trouble du neurodéveloppement du grand âge. Voilà, c'est... Non, tout à fait. Ce sont des sujets, mais vous voyez, les priorités dans le domaine de la recherche, elles sont souvent identifiées je dirais, on a beaucoup investi dans nos pays, en particulier dans les pays occidentaux, mais sur le cancer. On ne va pas faire concurrence, hein, c'est pas concurrence, mais il faut aussi donner de la place à la recherche sur nos problèmes. Sinon, et ça, c'est très difficile. Et le seul moyen, c'est que le grand public aille voir le président. N'oubliez pas la recherche dans le domaine de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement, sinon on n'y arrivera pas. Il y a tellement d'échelons entre, vous voyez, ce qu'on appelle les personnes concernées et puis ceux qui donnent le fric, que à chaque étage, d'ailleurs, on en perd un petit peu. Donc, si on nous donne 10 000 euros, à la fin, on en a 100, quoi. Bon, c'est comme ça. Mais il faut pas... Vous voyez, il y a des clés. Il y a des clés dans ce qu'on appellera la vie sociale. C'est-à-dire que ces personnes ne doivent pas être isolées. Elles doivent vivre dans un bain de société. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est pas la peine d'essayer de leur corriger, de leur modifier, vous voyez, de vouloir leur enlever les comportements. Il faut développer des comportements qui soient les plus utiles pour elles dans la vie sociale. Oui?
avec le ministère de la Santé au Québec, on a implanté le programme Approche dans un hôpital psychiatrique où on a formé les intervenants qui n'étaient pas musiciens. Donc, ça prend juste... Et on fait du groupe avec des adultes qui ne faisaient pas de groupe. Donc, actuellement, on a fait une première sortie, première prestation publique juste avant que j'arrive en France. Et donc, ces personnes-là sont en action, sont vraiment en situation de relation, d'interaction et montrent un intérêt à s'exprimer et à co-construire. Nous, on parle beaucoup d'agentivité au Québec par rapport à ça. Donc voilà, il y a des choses qui se font, mais comment le rendre public, comment le développer, ça c'est, comme vous l'avez expliqué, c'est un autre débat. Bonjour. Vous avez préconisé à ce que les personnes autistes passent différents tests tout le long de leur vie. Mais pour les personnes adultes, elles doivent aller où? Elles se dirigent vers qui? Alors, la France hein, s'est dotée de centres, qu'on appelle des centres de ressources autisme, dans toutes les régions. Le territoire est couvert et donc il y a des centres de ressources qui sont disponibles dans les régions. Quelquefois même, il y a plusieurs centres. Il y a un centre principal et puis des centres annexes dans les différentes régions de France. Donc, ce sont des centres qui sont ouverts au public. Donc, vous pouvez aller interpeller, vous pouvez vous présenter, je ne sais pas dans quel centre. Et là, ici, c'est ici, non? Ici même. Donc, ici, si vous êtes intéressé, si vous voulez faire une démarche, etc., c'est le lieu. Voilà. Oui, des professionnels seront là pour vous informer sur les différents lieux et centres, notamment centre diagnostic expert adulte, qui peuvent réaliser toute une batterie d'examens. Eh bien, il est 15h pile. Merci Catherine pour cet acte 2 et à la semaine prochaine pour la 3e session. Ah, si on fait un compte global, on dit autour de 700 000 personnes. Ah oui. Tous âges confondus. Hein. Mais c'est... oui. Ah oui, c'est une... véritablement... Et c'est un chiffre TSA ou TND? Comment vous... 700 000, ça représente quoi? C'est TSA. TSA, tout le spectre. TSA. Mais pour l'ensemble de TND, on dit que la prévalence, enfin, c'est 2 à 3 pour 10, hein, c'est 2. Vous voyez, c'est ce qui veut dire que si vous multipliez par... Pas le même ratio. Maintenant, ce n'est pas le même ratio. Non. L'ensemble des troubles du neurodéveloppement est bien entendu, hein, avec je dirais, des degrés de sévérité ou entre guillemets, handicap différents. Hein. Mais non, c'est un vrai problème, c'est une vraie charge au sens de la santé publique, hein, de la santé publique et de l'éducation, bien sûr. C'est pour cette raison que, bon, vous voyez, j'ai toujours soutenu les familles, les personnes elles-mêmes, quel que soit leur âge d'ailleurs, à vraiment se réunir, s'engager, vous voyez, se partager. Bon, je ne sais pas, vous voyez, on échange les adresses mail, après on s'invite, on fait connaître. C'est ce que maintenant, on a la possibilité par les réseaux sociaux et tout ça de communiquer. Hein, c'est très facilitant. En tout cas, ici, c'est le lieu, c'est vraiment le choix du président de la République, hein, de créer cette maison qui doit être une maison à partir de laquelle il y a vraiment de la communication, il y a de la ressource. Et puis, si ce n'est pas ici que ça doit se passer, ça peut se passer n'importe où en France. Et les équipes ici sont à votre disposition, comme vous le savez. Peut-être pas encore, mais maintenant, vous le savez.
Merci Catherine. Donc, moi, je suis Mylène Girard, je suis secrétaire générale à la délégation interministérielle autisme au sein des troubles du neurodéveloppement et je profite de l'organisation d'une grosse réunion pour venir saluer le professeur Barthélémy et la remercier de venir faire ce cycle de conférences. C'est important de parler de ce que c'est que l'autisme. C'est important de parler de prévalence. Vous avez posé des questions sur ce qui se passe à l'école, sur jusqu'à quel âge on peut apprendre. Vous avez demandé et quid des adultes. On est en train de préparer la stratégie 2023-2027. Pour tout vous dire, donc, pour ceux qui suivent ça de près, on a fait une consultation citoyenne qui a recueilli 10 000 contributions. Donc, on a tout exploité et on est en train d'attendre les arbitrages. Donc, sur la recherche, on a demandé des renforcements budgétaires, on a demandé la poursuite d'actions sur l'école, on a une très grosse focale sur les ados et les adultes parce qu'on sait qu'on a des freins à la mise en œuvre de cette politique publique, parce qu'il y a des co-responsabilités avec les conseils départementaux notamment. On a fondé toutes nos approches sur les données de prévalence les plus à jour. Donc, pour répondre à vos questions, on a fait travailler un centre d'excellence sur le sujet et les dernières données les plus robustes nous viennent plutôt des États-Unis, avec des études qui sont avec des prévalences qui donnent un peu le vertige, hein, tout TND confondu. On parle de 1 enfant, 1 personne sur 6 aura un TND. Et sur l'autisme, sur les cohortes et sur les études les plus sérieuses, alors il y a des différences entre les territoires parce qu'il y a des différences de pratiques diagnostiques, il y a des différences de contexte, il y a des différences de constitution des échantillons, mais on tourne maintenant autour de 2,5, 2,7% des naissances. Particulièrement aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, en Suède. En France, comme l'a dit Catherine, on est en retard. Pourquoi ? Parce que il y a encore 20 ans, on ne savait pas ce que c'était que l'autisme. Et donc, on avait de la dysharmonie évolutive, on avait de la psychose infantile, on avait c'est la faute des mamans, vous l'aimez trop, vous l'aimez pas assez. Et tous ces publics-là, ils sont aujourd'hui soit en psychiatrie, dans des lieux qui ne sont pas du tout adaptés, soit dans des établissements médico-sociaux. Et comme l'a dit Catherine, on a lancé un grand plan de repérage, c'est extrêmement compliqué. Et donc, l'idée, c'est de poursuivre. Donc, moi, je suis ravie que vous puissiez vous mobiliser parce que même si vous êtes 30, 40, c'est toujours 30 ou 40 personnes éclairées qui vont porter la bonne parole sur ces sujets-là. Et ce lieu, il est là pour ça. C'est-à-dire, on arrête de raconter n'importe quoi et on pilote cette politique publique par la science et par les données. Et donc, encore merci, Catherine, de te rendre disponible pour ces petites séries de conférences et au plaisir de vous revoir les uns les autres. Il y a des visages que je connais. Donc, en tout cas, à la délégation, on est… alors, moi, j'ai la casquette difficile à porter du gouvernement, qui ne fait pas assez. On ne fait jamais assez. Mais bon, voilà, on a réussi à arracher 550 millions sur la période 2018-2022. Et sur les arbitrages en cours, on a une belle copie et on espère avoir des arbitrages. Vous serez, je pense, suivez l'actualité avant le 14 juillet, vous devriez avoir quelques réponses. Je ne sais pas si vous avez… On va s'arrêter là parce que je crois qu'il faut qu'on libère la salle. Mais bon, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous sont là la semaine prochaine. On va parler effectivement de l'adulte. Je pense que voilà, j'ai l'idée qu'on puisse avoir une discussion à propos d'un film qui raconte… J'ai plusieurs possibilités, j'en choisirai une, mais j'aimerais bien qu'il y ait un système de questions. Vous voyez qu'auparavant, non pas que je les connaisse avant, mais que vous sachiez qu'on va baser notre échange sur des questions que vous vous posez sur les adultes. Vous voyez, auquel je répondrai le mieux possible dans la mesure de nos connaissances sur les questions. Mais d'accord ? Voilà. Donc, bonne semaine. Merci.